Ma famille m'a rejetée quand je suis rentrée blessée. Les abeilles de grand-père m'ont tout rendu. Je m'appelle Samantha Avery, bien que personne ne m'ait appelée autrement que Sam depuis les classes. Et j'avais 33 ans ce Noël-là, quand mon père m'a dit de quitter sa maison. J'étais rentrée en avion avec une canne, une jambe gauche amputée sous le genou et un sac de sport qui sentait encore la base militaire. Je suis restée assise à sa table pendant 40 minutes. Puis il m'a traitée de fardeau et je suis partie sans élever la voix. Ce n'est pas la jambe qui m'a brisée, ni les mots. C'est ce que mon grand-père a dit 3 jours plus tard, au moment où il a ouvert sa porte et a vu mon visage dans le froid. Pendant tant d'années, j'avais envoyé à cette famille chaque chèque de paie que je gagnais. Je pensais savoir exactement où cet argent était allé. Je me suis trompée sur toute la ligne. Et la vérité m'attendait au bout d'un long trajet en bus, dans les collines de l'Oregon. Si une histoire comme celle-ci a déjà été la vôtre, alors vous savez déjà que les pires blessures ne saignent pas. La maison de Salem sentait toujours la cannelle et la cire à parquet, comme quand j'avais tant ans. Ma mère, Carole, a pris mon manteau sans vraiment me regarder. Ma sœur Hélène avait sorti la belle vaisselle, celle aux liserés dorés qui n'apparaissait que 2 fois par an. J'avais apporté des cadeaux que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Une écharpe pour ma mère, un camion miniature en métal pour le fils d'Hélène, une bonne bouteille de vin. Vieille habitude. Quand on a passé toute sa vie à être celle qui arrive en portant quelque chose, on oublie comment franchir une porte les mains vides. J'ai appuyé ma canne contre le mur, là où personne ne trébucherait dessus, et je me suis laissée tomber sur une chaise. « Assieds-toi », a dit Hélène. « Nous t'apporterons les choses. » Elle l'a dit comme on parlerait à un invité qui pourrait se briser. Cela a sonné comme un diagnostic. Mon frère Marc a fait passer les petits pains en gardant les yeux rivés sur son assiette. 28 ans et tressaillant encore au silence de son propre père. Pendant 40 minutes, nous avons parlé de la météo, de la nouvelle rocade et de la rénovation de la cuisine d'Hélène, des comptoirs en quartz, de l'évier de style campagnard. Personne n'a posé de questions sur Kandahar. Personne n'a posé de questions sur ma jambe, ce qui me convenait car je n'étais pas venue chercher de la pitié. Mais personne n'a non plus mentionné les tenants de salaire. Tennant a viré presque tout ce que je gagnais sur le compte familial. De l'argent que mon père jurait être la seule chose qui protégeait la ferme apicole de son propre père de la saisie immobilière. J'attendais que ce sujet refasse surface, comme on attend devant une porte qu'on a déjà entendue se déverrouiller de l'autre côté. « Alors, combien de temps comptes-tu rester ?» a demandé ma mère à mi-chemin du jambon. Ce n'était pas un accueil. C'était une horloge, et elle venait de se mettre en marche. Je lui ai dit que je n'avais pas planifié aussi loin. Ma libération médicale n'avait été officialisée que 3 semaines plus tôt. J'apprenais encore comment mon propre corps fonctionnait à nouveau, mesurant encore la distance entre une chaise et une porte. Mon père a posé sa fourchette à ce moment-là. Raymond Avery avait une façon de se taire qui était plus assourdissante que des cris. 3 semaines de sortie et déjà la main tendue, a-t-il dit. Je lui ai dit que ma main n'était pas tendue. Je lui ai dit que j'étais rentrée pour Noël, pas pour de l'argent, et que pour que les choses soient claires, c'était moi qui l'avais envoyé. Cet argent est dépensé, a-t-il dit, pour des choses qui comptaient. J'ai demandé ce qui comptait plus que la ferme que j'avais sacrifié mes salaires pour sauver. Il m'a regardé comme si j'avais traîné de la boue sur le tapis. Tu reviens brisé, tu reviens ruiné, et tu t'assieds à ma table en agissant comme si le monde te devait un défilé. Hélène a étudié son vin. Marc a fixé la nappe. Ma mère pliait sa serviette en un carré de plus en plus petit. J'ai attendu que l'un d'eux dise quelque chose. Aucun d'eux ne l'a fait. Je vous ai donné tout ce que j'ai gagné pendant une décennie, ai-je dit. Et ma voix est restée égale parce que la seule chose que l'armée m'avait bien apprise était de garder ma voix égale. C'est à ce moment-là qu'il l'a dit, aussi simplement que de passer le sel. Tu es un fardeau. Sors de ma maison. Je me suis levée. Cela m'a pris plus de temps qu'avant, et je les ai forcés à en regarder chaque seconde. J'ai ramassé ma canne. J'ai laissé les cadeaux sur la table. À la porte, je me suis retournée une fois, et aucun d'eux n'a croisé mon regard. Le froid dehors était de ce genre pur, celui qui nettoie l'intérieur du nez. Je me suis tenue sur le trottoir et j'ai fait les calculs, ce que je fais au lieu de m'effondrer. J'avais 61 $ sur mon compte courant, un dossier militaire
et un corps qui nécessitait 8 types de suivi médical. Les économies que j'aurais dû avoir, le matelas que tenant de salaire aurait dû constituer, n'existaient tout simplement pas. Je l'avais donné, un virement bancaire après l'autre, croyant chaque mot de mon père à propos de la ferme. Il ne restait qu'un seul endroit qui m'avait jamais semblé être un ancrage. C'est chez mon grand-père que je me suis rendue. J'ai pris le dernier bus à la gare du centre-ville, la ligne régionale qui serpentait vers le sud à travers la vallée, en direction des petites villes dont personne n'avait jamais entendu parler. Une 60aine de miles de champs sombres et de lumières de Noël accrochées aux granges. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide et j'ai laissé le bruit du moteur couvrir l'autre bruit, celui qui vivait derrière mes yeux depuis la plaque de pression. Le conseiller de l'administration des anciens combattants appelait cela de l'hypervigilance. Moi, j'appelais ça la raison pour laquelle je m'asseyais toujours là où je pouvais voir la porte. Je n'avais pas parlé à Walter depuis des années. Mon père transmettait toujours les nouvelles, toujours l'intermédiaire. Grand-père ralentit. Grand-père a besoin d'argent. Grand-père passe un hiver difficile. Je le croyais aussi. Je roulais 2 heures dans l'obscurité pour aider un vieil homme à s'accrocher à une ferme en difficulté, comme je l'aidais depuis une décennie. Je ne savais pas encore que j'avais tout compris de travers. Je ne savais pas que le vieil homme pensait que je l'avais oublié. Le bus m'a déposé à une station-service à 2 miles de la ferme et j'ai marché le reste du chemin sur une route départementale sans accotement. Ma canne trouvait les ornières gelées. La ferme de Walter se trouvait au bout d'un chemin de gravier, une basse ferme avec un porche affaissé, et derrière elle, les rangées de boîtes blanches dont je me souvenais de mon enfance, les ruches. En décembre, elles restaient silencieuses et regroupées. Les abeilles s'étaient blotties à l'intérieur, gardant leurs reines au chaud. Mais l'odeur fut la première chose qui me frappa. Fumée de bois et quelque chose de plus doux en dessous. Cire et vieux miel. L'odeur qui avait imprégné chaque planche de cette propriété pendant 50 ans. Elle me revint plus vite que les mots pour la décrire. Et puis un son auquel je n'étais pas préparée. Un bourdonnement bas et régulier provenant de la boîte la plus proche. La grappe hivernale vibrant pour produire de la chaleur. Pendant une mauvaise seconde, mon cerveau l'a réécrit. Le bourdonnement devint le sifflement dans mes oreilles après l'explosion. Le long ton plat qui signifiait que quelque chose avait mal tourné. Et ma main était déjà levée, avant que je ne la retienne. Je suis restée dans l'obscurité, respirant la fumée, jusqu'à ce que le son ne soit plus que celui des abeilles. La lumière du porche s'est allumée. La porte s'est ouverte. Walter Avery se tenait dans l'embrasure, plus petit que dans mes souvenirs et plus grisonnant, vêtu d'une chemise en flanelle et avec des lunettes de lecture poussées sur son front. Il m'a regardé longuement, ma canne, ma jambe, mon sac de voyage. Je m'étais préparée à la pitié. J'en avais eu ma dose, et j'en avais assez. Ce que j'ai eu à la place, c'était de la confusion profonde, celle qui signifie que 2 personnes regardent la même image et voient des choses différentes. « Sam, dit-il, ma fille, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» Je lui ai dit la vérité sur le pas de la porte, car je n'avais pas la force d'enjoliver les choses. Papa m'a mise à la porte. Je n'ai nulle part où aller. Je suis venue aider à la ferme. Il recula pour me laisser rentrer, et la cuisine était chaude et ordinaire. Une bouilloire sur la cuisinière, un mot croisé plié sur la table. Il m'a assise sur une chaise et a posé du café devant moi avant de dire quoi que ce soit. « Aider, à la ferme !» répéta-t-il lentement, comme si les mots appartenaient à une langue qu'il ne connaissait qu'à moitié. « Sam, la ferme n'est pas en difficulté. Elle ne l'est plus depuis des années. » J'ai dit « Ce n'est pas possible. » J'ai dit « J'envoyais de l'argent à la maison pour ça depuis 10 ans. À chaque déploiement, l'argent, disait papa, allait directement à Walter pour l'hypothèque, l'équipement et les mauvaises saisons. » Le visage du vieil homme fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il devint pâle, puis très immobile. Quel argent! Il ne posait pas une question. Sam, je n'en ai jamais reçu un sou. Pas un seul. Je n'ai jamais pris un centime à cette famille de ma vie. La cuisine a basculé.
J'ai agrippé le bord de la table comme on s'accroche à une rambarde sur un pont en mouvement. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur, un virement qui avait été redirigé. Quelque chose. Il secoua lentement la tête. Ton père m'a dit que tu avais coupé les ponts. Il a dit que l'armée t'avait changé. Il a dit que tu n'écrivais plus, n'appelais plus, ne voulais plus rien savoir de nous ici. Il a retiré ses lunettes de lecture et s'est frotté les yeux. Il l'a dit sans détour. Chaque fois que je demandais de tes nouvelles, elle arrêtait d'écrire. Elle ne voulait pas de nous. J'avais écrit. Je lui avais écrit des cartes d'anniversaire depuis 3 continents. J'avais envoyé des photographies. J'avais appelé un numéro qui, je le comprenais maintenant, n'avait jamais été le sien. Quelque part entre moi et cette cuisine, 10 ans de ma vie avaient été interceptés et dépensés. Et l'homme que j'étais venu secourir avait passé ces mêmes 10 ans à croire que je l'avais laissé vieillir seul. Il m'a installé dans l'ancienne chambre de mon père, ce qui était en soi une petite cruauté. Et j'y suis restée éveillée, faisant l'inventaire. La maison était une preuve contre l'histoire de mon père, dans chaque direction où je regardais. Le toit était en bon état. Le camion dans la grange fonctionnait. Il y avait un congélateur-coffre rempli de gibier et un garde-manger qui aurait pu survivre à un siège. Walter ne devait rien à personne, gérait une 30aine de ruches, vendait du miel sur 2 marchés et à une coopérative en ville, et vivait modestement, honnêtement et de manière solvable. Il n'y avait jamais eu de saisie immobilière. Il n'y avait jamais eu d'hiver difficile que l'argent n'aurait pas pu atteindre, car l'argent ne l'avait jamais atteint du tout. Je tiens à préciser que je n'étais pas là à pleurer. J'étais là à recalculer, ce qui, pour moi, est le même système nerveux faisant un travail plus utile. La mauvaise nuit est tout de même arrivée, et ce fut une nuit terrible. Le ventilateur de plafond se transformait en pale de rotor si je le fixais trop longtemps. Mais, sous le bourdonnement, une question plus glaciale que la pièce elle-même me taraudait. Si je n'étais pas la fille qui avait sauvé la ferme familiale, qui étais-je? Pendant 10 ans, toute ma perception de moi-même avait reposé sur un unique mur porteur. Je subvenais aux besoins. J'envoyais l'argent. J'étais la forte, celle qui n'avait besoin de rien parce qu'elle était trop occupée à être indispensable. Retirez cela. Et je ne savais plus ce qu'il restait. J'avais tout donné de ce que j'avais gagné à une famille qui m'avait rejetée. Et je l'avais fait de bon gré, car être utile était la seule façon que je connaissais d'être aimée. Je gisais dans le lit d'enfance de mon père et compris que j'allais devoir apprendre quelque chose de complètement différent. Je n'avais juste pas encore de nom pour cela. Au matin, il ne me demanda pas comment j'avais dormi, ce que j'appréciais. Il prépara des œufs, posa une tasse devant moi et regarda par la fenêtre les boîtes blanches givrées par le gel. « Tu peux rester, dit-il. Pas par charité. J'ai 78 ans et mes mains tremblent, certains matins. Une paire de mains supplémentaires me serait utile. » Je lui dis que je n'y connaissais rien en abeilles. « Personne n'y connaît rien avant d'apprendre, » répondit-il. « Les lents à apprendre font les meilleurs apiculteurs. On ne peut pas brusquer une ruche. » Je lui demandai pourquoi il me faisait cette offre après 10 ans à croire que je l'avais abandonné. Il fit pivoter la tasse d'un quart de tour sur la table. Une habitude de vieil homme. « Parce que tu es descendu d'un bus par ce froid et que tu as frappé à ma porte. » Il ajouta, « C'est plus que ce que ton père a fait en 6 ans. » Puis, il prononça la phrase que je porterai le reste de ma vie. Il l'a dit sans y mettre de poids, comme s'il s'agissait d'un simple fait météorologique. Le sang n'est qu'un accident, Sophie. La famille, ce sont les gens qui répondent quand tu appelles. Dehors, quelque part dans la vallée, un tracteur toussa avant de démarrer. Il mentionna presque en passant que mon frère Marc venait encore aider parfois le week-end, à l'insu de Rémi. Nous avions cela en commun, tous les deux, ces enfants qu'on tenait au silence. Je lui dis que je resterais tout l'hiver. Je le voyais comme une solution temporaire, un endroit pour guérir et planifier mon départ. Je ne savais pas que j'acceptais la chose qui allait me reconstruire. Planche par planche, piqûre par piqûre. La manière dont on reconstruit n'importe quoi qui a été soufflé de fond en comble. La première mauvaise crise survint environ 1 semaine plus tard.
Un camion de livraison pétarada sur la route départementale à 4 heures du matin, et je sortis du sommeil, déjà au sol, déjà abattue, déjà certaine. Mon cœur battait comme un poing frappant une porte. Je ne fis pas un bruit. On apprend à ne pas en faire. Je restai assise contre le cadre du lit, les mains derrière la nuque, jusqu'à ce que l'obscurité cesse d'avoir des contours. Walter me trouva là à l'aube. Il ne s'agenouilla pas pour me dire que tout allait bien, car ce n'était pas le cas. Et nous le savions tous les deux. Il ne me demanda pas d'en parler. Il dit « Mets tes bottes. Les abeilles se fichant de la nuit que tu as passée. » Je le suivis dans le froid gris, et il me tendit l'enfumoir, cette chose en étain cabossée avec un petit soufflet, et me montra comment allumer la toile de jute à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle exhale une fumée pâle. « Lentement, répétait-il. Elles te lisent. Si tu arrives nerveuse, elles deviennent nerveuses. » Nous n'ouvrîmes pas les ruches, pas par ce froid. Nous nous contentâmes de nous tenir parmi elles tandis que la fumée s'enroulait entre nous, et il me fit poser ma paume nue, à plat, contre le côté d'une boîte. À travers le bois, je pouvais le sentir, le bourdonnement. 40 000 abeilles, maintenant, l'obscurité ensemble, avec rien d'autre que la chaleur de leur propre corps. J'avais passé une semaine à entendre ce son comme une explosion. Debout là, la main sur le bois, je l'entendis pour la première fois comme l'opposé de l'explosion. Quelque chose de vivant, d'organisé, survivant à l'hiver délibérément. Ma respiration s'accorda à ce rythme. Walter me regarda du coin de l'œil et ne dit rien, ce qui était exactement la bonne chose à faire. Et ce fut le premier matin en 3 ans où j'eus l'impression d'avoir un endroit où poser mes mains. L'hiver céda la place à un printemps humide en Oregon, et les ruches se réveillèrent. Il y a une chose qui arrive à un apiculteur et que personne ne vous dit. Vous ne pouvez pas faire ce travail en ayant peur. Une ruche peut sentir l'adrénaline. Approchez-les avec des mains tremblantes et un cœur agité, et elles vous rendront piqûre pour piqûre. 50 d'entre elles s'envolant du cadre d'un coup pour vous dire ce qu'elles pensent de votre humeur. Walter m'apprit à ralentir mes mains jusqu'à ce qu'elles cessent d'être les miennes et deviennent de simples outils, à expirer longuement avant de soulever un couvercle pour laisser la fumée parler. « Tu portes toute cette guerre dans la cour », me dit-il un après-midi, me regardant manipuler maladroitement un cadre. « Elles le sentent, laisse-la à la porte. » Cela sonne comme une carte de vœux. Ce fut la discipline physique la plus difficile que j'ai jamais apprise. Plus dure que l'entraînement de base, car il n'y avait personne pour me crier dessus. Juste moi, le bourdonnement et 1 millier de petites occasions de paniquer. Mais voici la partie qui me surprit. Le même stratagème qui calmait les abeilles me calmait. Je m'agenouillais devant une ruche ouverte, mon cœur essayant de me monter à la gorge. Et je le calmais délibérément, comme Walter me l'avait montré, et les abeilles se posaient. Et en les regardant se poser, je me posais aussi. L'administration des anciens combattants avait passé 3 ans à m'apprendre à gérer le bruit avec des fiches de travail. Les abeilles, elles, m'apprirent à le gérer avec mes mains. En avril, je pouvais effectuer une inspection complète sans gants, lisant les cadres comme des pages. Du couvain ici, du miel là, la reine se déplaçant, grosse et lente sur le rayon, pondant l'avenir. Je n'étais pas guérie. Je tiens à être honnête à ce sujet. Les mauvaises nuits revenaient toujours. Mais j'avais trouvé le seul endroit dans ma vie où rester calme n'était pas une performance. C'était le travail tout entier. Marc commença à venir la plupart des samedis. La première fois, il se tenait au bord du rucher, les mains dans les poches, comme un enfant attendant d'être autorisé à entrer dans une piscine. Et il dit qu'il était désolé pour Noël. Et je lui dis de prendre un lève-cadre au lieu de s'excuser. Nous travaillâmes en silence un moment. Mon frère est doux d'une manière qui n'avait pas bien survécu dans notre maison, où la douceur vous faisait remarquer, et être remarqué vous valait une cible dans le dos. Il avait gardé la tête baissée pendant 28 ans, et appelait cela la paix. Au fil de quelques week-ends, par bribes, la famille sortit de lui. La nouvelle construction d'Hélène, au-delà du club de golf, 4 chambres, le quartz, l'évier timbre d'office,
Le mariage d'il y a 2 ans qui avait coûté une fortune, la destination, l'orchestre, le camion de papa, le bateau de papa, la deuxième hypothèque qui s'était en quelque sorte transformée en aucune hypothèque du tout. J'écoutais et faisais l'arithmétique que je fais toujours, et les chiffres commencèrent à s'accumuler d'une manière qui ne me plaisait pas. D'où venait tout cela ? Lui demandai-je en grattant négligemment la cire d'un cadre. Marc haussa les épaules. Papa disait toujours qu'il avait eu une bonne année. Chaque année était une bonne année, à l'entendre. Il ne savait pas. Pourquoi l'aurait-il su ? Il avait été un adolescent branchant rien sur rien, pendant que j'étais à l'étranger, branchant tout dans un trou noir. Je ne dis rien de tout cela à voix haute pour l'instant. J'avais une suspicion en forme de boule de démolition et je n'allais pas la faire balancer un samedi après-midi avec mon petit frère tenant un cadre d'abeilles entre nous. Mais cette nuit-là, je m'assis à la table de cuisine de Walter et commençai à noter des dates et des sommes en dollars de mémoire, construisant ce que j'avais passé 10 ans à apprendre à construire, un dossier. Je perdis une ruche à la fin du printemps, et cela m'a pris quelque chose que j'avais résisté tout l'hiver. C'était une colonie que j'avais couvée, un essaim faible qui avait traîné en mars, et je l'avais vérifié trop souvent, trop nourri, plané au-dessus d'elle comme si c'était la seule boîte du rucher. Un matin d'août, je soulevai le couvercle et la trouvai pillée. Le rayon déchiré, un tapis d'abeilles mortes sur le plancher de ruche, quelques abeilles égarées rampant en cercle confus. Une ruche plus forte avait senti la faiblesse et l'avait dépouillée en une seule journée. Le silence là où le bourdonnement aurait dû être était une forme de chagrin en soi. Je restais là, prête à le prendre comme un verdict sur moi, car c'est mon réflexe de transformer chaque perte en un référendum sur si j'en avais fait assez. Walter vint, jeta un coup d'œil et ne dit rien de doux. « Tu l'as aimé à en mourir, Sophie, dit-il. Tu ne peux pas porter une ruche. Tu t'en occupes, et certaines meurent quand même. » Je lui dis que j'aurais dû le voir plus tôt. « Peut-être, dit-il. Ou peut-être qu'elle n'allait jamais y arriver. Et le reste du rucher prospère pendant que tu restes là, à fixer celle qui n'a pas survécu. » Il me fit gratter la boîte morte, stériliser les cadres et les disposer propres pour un nouvel essaim. En juillet, il me fit ensuite parcourir les rangées et compter les colonies vivantes à voix haute. 29. J'avais été tellement fixée sur celles que je n'avais pas pu sauver que j'avais cessé de voir les 29 qui allaient bien. Je pense que vous pouvez deviner pourquoi cette leçon n'est pas restée au rucher. Le téléphone commença à sonner en mai. Ma mère d'abord, avec cette voix vive et prudente qu'elle utilisait pour les invités. Comment allais-je ? Est-ce que je mangeais ? Est-ce que grand-père était pénible ? Quand est-ce que je revenais à la civilisation ? Pas un mot sur Noël. Pas un mot sur la jambe, ni sur le fardeau, ni sur la porte. Puis Raymond 2 fois, laissant des messages vocaux qui commençaient chaleureusement et s'aigrissaient à la fin. Votre grand-père vieillit. Quelqu'un de responsable devrait s'occuper de ses affaires. Ce mot « affaires » me resta dans l'oreille comme une écharde. J'avais déjà entendu mon père être chaleureux. Il n'était chaleureux que lorsqu'il voulait quelque chose, et ce désir était toujours déguisé en préoccupation. Je ne rappelais pas. J'avais appris cela des abeilles, qu'il n'est pas nécessaire de réagir à chaque mouvement dans l'air. Walter me regarda laisser le téléphone vibrer sur la table un soir et dit qu'il tournait autour de quelque chose. Je demandai quoi. Le vieil homme semblait plus âgé que d'habitude à la lumière de la lampe. Il me harcèle depuis 2 ans pour que je lui cède l'endroit. Pour la planification successorale, dit-il, pour que ce soit propre quand je serai parti. Il prononça le mot « propre » de la même manière que Raymond avait prononcé « affaire ». Je continue de lui dire non. Il n'accepte pas le non. Je demandais pourquoi Raymond voulait un rucher qu'il avait passé toute sa vie à mépriser. « Il ne veut pas de rucher », dit Walter. « Il veut 40 hectares sur une route départementale à 40 minutes de Salem. » Un promoteur immobilier a flairé toute la route. Raymond sans l'argent. Je me suis couchée cette nuit-là avec une nouvelle ligne dans mon carnet et une nouvelle question à laquelle je ne pouvais pas encore répondre. Pourquoi mon père avait-il spécifiquement besoin que je sois partie pour mettre la main sur cette terre ?
J'ai demandé directement à Walt un soir s'il avait quelque chose d'écrit concernant la Terre, et la question a semblé lui rappeler quelque chose qu'il aurait oublié. Il est allé dans la chambre du fond et en est revenu avec un dossier, doux et bruni au coin, qu'il a posé sur la table de la cuisine sous la lampe. La première chose qu'il m'a montrée m'a coupé le souffle. Des lettres, de l'écriture de mon père, des années de cela, 1 ou 2 par an, chacune rendant compte des contributions de la famille aux soins de grand-père, listant des montants, listant mon nom. Ray avait écrit à Walt tout ce temps, disant au vieil homme que lui, Ray, le soutenait généreusement, parfois en créditant les petits-enfants, sans jamais lui dire que l'argent était le mien, et sans jamais lui en envoyer un seul dollar. Il avait blanchi du crédit par l'intermédiaire de son propre père, se construisant une image sur papier de Phil's modèle. Sous les lettres se trouvait une pile de mes propres enveloppes, les cartes et photographies que j'avais envoyées à Walt pendant plus de 10 ans, renvoyées à l'expéditrice de la main de mon père, portant la mention « refusée », toutes non ouvertes. Le vieil homme ne les avait jamais vues. Ray les avait collectées comme des preuves et les avait renvoyées pour que Walt croie au mensonge. Elle a cessé d'écrire. Elle ne voulait pas de nous. Voilà, le mensonge fait de mon propre courrier non ouvert. Et puis, tout en bas, la chose qui changea la donne. Un document sur papier épais, au langage dense et juridique, daté d'il y a 9 ans, une fiducie irrévocable. Walt y avait placé la terre et le rucher la même année où mon père avait commencé à le pousser à vendre, se nommant fiduciaire et moi cofiduciaire, avec une clause stipulant que la propriété ne pouvait être vendue, transférée ou développée sans la signature de chaque fiduciaire en exercice, ce qui signifiait moi. Je l'ai fait discrètement, dit Walt. J'avais vu ce qu'était Ray. Je me suis dit que la seule personne qui ne laisserait jamais cet endroit être pavé était celle qui donnait déjà tout ce qu'elle avait pour lui. Je suis restée assise là, avec 9 ans de lettres volées sur mes genoux, et j'ai compris enfin pourquoi mon père avait besoin que je sois effacée. Tant que j'étais éloignée et silencieuse, il pouvait soutenir que j'avais abandonné la famille et démantelé cette fiducie. Il ne m'avait pas chassée par colère. Il m'avait chassée comme un coup stratégique. Cette nuit-là, j'ai terminé le dossier que je construisais dans mon carnet, et le résultat final s'élevait à 191 000 $, à peu de choses près, sur 10 ans et 4 déploiements. Je pouvais rendre compte de presque tout. Le mariage d'Heather, la partie qui dépassait 40 000 $, la compte pour la maison de 4 chambres, la deuxième hypothèque disparue sur la maison à Salem, celle que mon père avait remboursée en une seule année, qu'il appelait une bonne année. Mon argent. Chaque dollar dépensé pour mettre mon père et ma sœur à l'aise pendant que j'apprenais à marcher sur une route en dehors de Kandahar. Je suis restée avec ce chiffre pendant longtemps, attendant de ressentir de la rage, car la rage aurait été plus simple. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était la concentration froide et nette que j'avais l'habitude de ressentir avant un déminage. La concentration qui vient quand la situation est enfin honnête. Voici ce que j'ai décidé à cette table de cuisine, et c'est important. Alors je vais le dire clairement. Je n'allais pas courir après l'argent. Il était parti, mêlé à un compte joint et à 2 transactions immobilières et à une prescription qui ne s'en souciait plus. Le poursuivre signifierait des années dans un tribunal à nourrir des avocats pour récupérer des dollars qui n'existaient plus. Mon père me voulait réactive, bruyante, procédurière, la fille instable qu'il pourrait montrer du doigt. Je serais donc l'inverse. Je ne lèverai pas la voix une seule fois. Je bâtirai quelque chose de concret de mes mains sur la terre que la fiducie m'avait déjà donné le droit de protéger. Et je laisserai la vérité exposée au grand jour où tout le monde pourrait la voir. Il m'avait attaqué avec des mensonges et une porte claquée. Je répondrai avec une ferme en activité et une pile de papier qui ne discutait pas. On ne gagne pas un combat comme ça en frappant. On le gagne en étant incontestable. Je leur ai annoncé ma décision à la table de la cuisine. Eux deux et moi. La même table où Walt avait mis du café devant moi la pire nuit de ma vie. J'ai d'abord exposé toute l'affaire. Les 191 000 $, le mariage, la maison, les lettres, tout cela, parce qu'ils méritèrent de l'entendre de ma bouche et non d'un tribunal. Marc devint pâle et silencieux.
Walt hocha lentement la tête comme un homme à qui l'on confirme quelque chose qu'il soupçonnait depuis des années. Puis je leur ai dit ce que je n'allais pas faire. Je n'allais pas poursuivre en justice pour l'argent. Il était parti, dissous dans l'immobilier et un compte joint, et un délai qui était déjà écoulé. Et le poursuivre signifierait 2 ans de ma vie à nourrir des avocats pour récupérer des dollars qui n'existaient plus sous aucune forme que je puisse atteindre. Plus que cela, c'était exactement ce que mon père voulait. Il avait besoin que je sois bruyante et procédurière, la fille vétéran instable perdant la tête pour de l'argent, pour qu'il puisse montrer du doigt et dire « Vous voyez, on ne lui donne pas ça ». J'ai dit « On ne court pas après ce qui est parti. Nous construisons ce qui est ici. » Marc a demandé ce que cela signifiait pour lui. Je lui ai dit que cela signifiait un emploi s'il en voulait un. Construire quelque chose portant son propre nom au lieu de se cacher d'un homme qui lui faisait peur. Il a dit qu'il quitterait le magasin de pièces détachées le lundi. Walter a posé sa main tremblante à plat sur la table entre nous. Marc a posé la sienne par-dessus. Et j'ai posé la mienne par-dessus les leurs, et personne n'a dit quoi que ce soit de mièvre à ce sujet. Nous sommes restés assis là, 1 seconde, 3 personnes qui s'étaient choisies, puis nous nous sommes remis au travail. Je comprends maintenant que ce fut le moment où j'ai cessé d'être une soldate et où j'ai commencé à être une Avery selon mes propres termes. Je sais ce que vous pensez, car je l'ai pensé à propos d'autres personnes. 10 ans. Comment quelqu'un peut-il envoyer de l'argent dans un trou pendant 10 ans sans en vérifier le fond? Alors, laissez-moi vous dire ce que j'ai réellement fait. Parce que je n'étais pas une idiote. J'étais une soldate à 8000 mètres d'une banque. Vers la 4e année, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai demandé des relevés à mon père. Il m'a envoyé 3 pages, des captures d'écran, en fait des soldes, et quelques virements, ainsi qu'une photo de la grange de Walter avec une nouvelle section de toit. Voyez votre argent au travail. Le toit était réel. Il n'était juste pas neuf, et il n'était pas le mien. Vers la 6e année, j'ai essayé d'accéder moi-même au service bancaire en ligne depuis un ordinateur de base et je n'ai pas pu. Il avait configuré l'identifiant avec sa propre adresse e-mail et son numéro de téléphone, de sorte que chaque code de vérification lui parvenait, et non à moi. Les relevés papier allaient à la maison de Salem, à une adresse qui n'était pas la mienne. Et quand j'ai appelé la banque depuis un téléphone satellite pour demander à diriger ma paie vers un compte séparé que je contrôlais, on m'a dit que la division ou la clôture d'un compte joint ne pouvait pas être effectuée à distance, que les 2 titulaires devaient se présenter ensemble dans une agence avec une pièce d'identité, avec photo. J'étais dans une zone de combat. Il était à Salem. L'agence la plus proche était à 9 heures de vol et un chemin de guerre. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai demandé, j'ai vérifié, j'ai insisté. Et chaque porte qui aurait dû me permettre de vérifier la vérité avait un verrou dont seul mon père détenait la clé. C'est la partie qui devrait vous effrayer si vous avez de la famille, un compte partagé et un long chemin à parcourir. Ce n'est pas la confiance qui vous piège. C'est l'architecture. Je lui faisais confiance. Oui, mais j'ai aussi essayé de le prendre en flagrant délit et le système était conçu de telle sorte que je ne pouvais pas. Mettez-vous à ce téléphone satellite et dites-moi que vous auriez fait mieux. Au cœur de l'été, nous avions plus de miel que 2 marchés de producteurs ne pouvaient en écouler. Et j'ai fait ce pourquoi je suis faite, avec un surplus. J'ai élaboré un plan. Nous avons effectué notre première grande extraction en juillet. Et je n'oublierai jamais le premier pot sorti de la ligne. Le rayon de miel écrasé et filtré, son or retenant la lumière comme quelque chose fondu d'un vitrail d'église. Les mains de Walter tremblaient trop pour un travail minutieux à ce moment-là. Alors, il s'est assis à la table et a écrit l'étiquette lui-même, lentement et soigneusement au crayon, pour que je puisse la repasser plus tard. 2 mots tracés d'une main tremblante de vieil homme. Le chant de Ruth. Ruth était ma grand-mère, disparue depuis 11 ans, et ce chant de trèfle avait été le sien avant d'être celui de quiconque. J'ai tenu ce premier pot du chant de Ruth et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant l'explosion, à savoir une fierté qui ne dépendait de la permission de personne.
Nous avons créé une SARL, nous trois, Walter, Marc et moi, qui a quitté son misérable emploi dans un magasin de pièces détachées et a déménagé ses affaires dans la chambre d'amis sans jamais demander à Raymond. J'ai trouvé un programme régional qui aide les vétérans à se lancer dans l'agriculture et un mentor nommé Dale Runner, un vétéran du Vietnam avec 60 ruches à lui, qui m'a guidé à travers les licences de gros, les règles de qualité alimentaire et la colonne vertébrale peu glamour d'une véritable entreprise. La coopérative d'épicerie du comté a pris notre première palette en consignation et a appelé 2 semaines plus tard pour en demander 3 de plus. Je veux m'arrêter ici et vous demander quelque chose, car nous sommes à la partie de l'histoire où tout bascule. Si quelqu'un dans votre vie ne vous appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose et jamais lorsque c'est vous qui en avez besoin, vous comprenez déjà la leçon que j'ai dû apprendre à mes dépens. Il n'y a aucune honte à avoir aimé bruyamment les mauvaises personnes. La honte serait de le faire 2 fois. Notre premier vrai jour de marché fut un samedi en ville. Une table pliante sous une tente pop-up bleue, 2 caisses du champ de Ruth empilées en une pyramide dorée, et moi terrifiée d'une manière qu'aucun échange de tirs n'avait jamais réussi à provoquer. Je suis bien en situation de crise. Ce sont les petites expositions ordinaires qui m'atteignent. Le regard d'un étranger. Une question dont je ne peux pas contrôler la réponse. Marc tenait le devant de la table car Marc, il s'avère, peut parler à n'importe qui une fois qu'il est sorti de l'ombre de notre père. Il racontait l'histoire à chaque client. Les abeilles, la ferme, sa sœur, la vétérane. En le regardant, j'ai réalisé que la douceur en lui, que notre maison avait traité comme un défaut, était l'atout le plus précieux que nous possédions. Nous avons tout vendu avant 1300. Une femme est revenue 2 fois, une fois pour acheter un pot et une autre fois, 1 heure plus tard, pour me dire que son mari avait été dans le golf et n'en avait jamais parlé. Elle allait poser notre miel sur la table et le laisser là. Elle prononça ces mots comme pour exprimer quelque chose qu'elle ne parvenait pas à formuler. Elle n'en fit pas un discours. Elle acheta 3 pots et me serra la main. Je me tenais derrière cette petite table pliante, les caisses vides à mes pieds, et je ressentis ce que j'avais poursuivi durant 10 ans de fiche de paix sans jamais l'atteindre. Je me sentais utile à des gens qui n'avaient aucune emprise sur moi. Aucun lien de sang, aucune histoire, rien à me devoir. Juste des inconnus choisissant un pot portant le nom de ma grand-mère. Sur le chemin du retour vers la ferme, Marc souriait toujours, et je me surpris à sourire aussi. Et aucun de nous ne dit un mot pendant tout le trajet, car certaines bonnes choses, il faut juste les laisser infuser. Rémi Dubois se rendit à la ferme en août, la première fois qu'il mettait les pieds sur les terres de son père, depuis des années. Et il arriva en souriant, ce qui me fit comprendre que c'était mauvais signe. Il se tenait dans la cour de la ferme, dans ses belles chaussures, inspectant les ruches et le nouvel abri d'extraction, ainsi que l'enseigne magnétique sur le camion de Marc qui affichait Ruth's Field Apiary. Et on pouvait le voir recalculer, cette même habitude nerveuse que j'avais héritée et que j'avais mise à meilleur usage. « Eh bien, regardez-moi ça », dit-il, jouant au fermier. Il était venu, dit-il, parce qu'il s'inquiétait pour grand-père Walter, s'inquiétait pour un vieil homme seul ici à prendre des décisions, s'inquiétait du fardeau de la terre sur les épaules de Walter. Il y avait encore ce mot, fardeau. Le mot qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait déguiser sa propre cupidité en sollicitude. Il suggéra doucement, raisonnablement, que la chose intelligente, la chose affectueuse, serait que Walter laisse Rémi mettre la propriété à son nom dès maintenant, pour des raisons fiscales, pour des raisons successorales, afin que personne ne soit lésé plus tard. Il s'adressa à Walter tout le temps, comme si j'étais un ouvrier agricole qui s'était égaré dans une réunion de famille. Je le laissais faire. J'avais appris cela de la ruche. On ne réagit pas à chaque mouvement dans l'air. Walter dit non, de la manière dont il disait toujours non, catégorique et définitif. Et je vis le sourire de mon père s'amincir aux commissures.
Tu la laisses t'empoisonner contre ton propre fils, dit Rémi, me désignant d'un mouvement de menton sans me regarder. Elle a abandonné cette famille pendant 10 ans. Maintenant, elle revient fauchée et estropiée. Et soudain, elle a des opinions sur mon héritage. Mon héritage. C'était ça. Enfin, le véritable nom sous tous les mots d'inquiétude. Il partit sans rester prendre un café. Depuis le porche, je regardais sa voiture soulever des graviers sur la longue allée, et je savais, comme on sait que le temps va changer, qu'il reviendrait, et que la prochaine fois, il ne prendrait même pas la peine de sourire. Marc me raconta le reste au cours de la semaine suivante, effrayé et silencieux, comme il le devenait chaque fois que le nom de notre père était évoqué. Rémi était en difficulté financière. Le bateau, les camions, une série de mauvais paris sur des propriétés locatives. Un style de vie qui avait flotté grâce à mes fiches de paie, lesquelles avaient cessé d'arriver le jour où je m'étais blessée. Le promoteur travaillant sur la route départementale avait fait une offre sur toute la portion et les 40 acres de Walter se trouvaient en plein milieu. La parcelle Keystone valait plus que le reste combiné. Si Rémi pouvait obtenir la terre, il pourrait la vendre et refaire surface. S'il ne le pouvait pas, il allait se noyer devant toute la ville, et la seule chose qui se dressait entre mon père et cet argent était une fiducie vieille de 9 ans portant mon nom. Il avait donc commencé à monter son dossier comme j'avais monté le mien, à la différence que le sien était fait de mensonges. Il racontait aux gens de Salem que sa fille blessée au combat était rentrée instable, qu'elle avait isolé son père âgé à la ferme, qu'elle exerçait une influence indue sur un vieil homme vulnérable pour lui voler son patrimoine. Il préparait le terrain pour contester la fiducie en justice, pour arguer que Walter n'était pas sain d'esprit et que je l'avais manipulé. Et pour me dépeindre, moi, la fille qui avait financé toute sa vie confortable, comme une prédatrice. C'était presque élégant. Transformer la victime en méchant avant même que la victime ne sache qu'il y aura un procès. Je compris alors qu'il ne m'avait pas mise à la porte à Noël, dans un accès de colère. Il avait fait table rase. Une fille éloignée et absente est facile à rayer d'une histoire. Il n'avait juste pas compté sur le fait que je descende de ce bus. Il n'avait pas compté sur Walter ouvrant la porte. Et il n'avait aucune idée que la fille abandonnée, qu'il prévoyait de dépeindre comme instable, avait passé 10 ans à apprendre à rester calme sous le feu. C'est là qu'une autre version de moi, la plus jeune, aurait appelé mon père et hurlé à en faire trembler la maison. Je ne le fis pas. Je pris des rendez-vous à la place. Par l'intermédiaire de la clinique d'aide juridique pour les vétérans, je trouvai une avocate spécialisée en droit des successions nommée Maître Lefebvre, une femme méticuleuse qui lut la fiducie 2 fois, puis me regarda par-dessus ses lunettes et prononça les 4 mots les plus beaux de la langue française. C'est structurellement inattaquable. Irrévocable signifiait exactement cela. Walter ne pouvait pas être convaincu de l'annuler, ne pouvait pas être contraint de vendre, ne pouvait pas céder la terre dans un moment de faiblesse parce qu'il avait déjà renoncé à ce pouvoir il y a 9 ans, délibérément. Walter était le fiduciaire tant qu'il vivait, et il m'avait nommé co-fiduciaire avec une clause stipulant que la propriété ne pouvait être vendue, transférée ou développée sans la signature de chaque fiduciaire en exercice. Cela signifiait que rien ne se ferait sur cette terre sans ma signature, et je n'allais pas signer. Mais Pascal m'avait prévenu de la faille. La seule carte qui restait à Raymond était de prétendre que Walter avait été incompétent au moment de la création de la fiducie, ou qu'il l'était maintenant, et que je l'avais indûment influencé. Nous avons donc fermé cette porte également. Nous avons fait évaluer Walter par son propre médecin et par un gériatre, qui ont tous deux documenté, dans un langage clinique que j'avais veillé à rendre prudent et honnête, qu'il ne présentait aucune déficience cognitive compatible avec une capacité diminuée. Nous avons demandé à l'avocat d'origine qui avait rédigé la fiducie d'écrire une lettre confirmant que Walter s'était présenté seul à lui il y a 9 ans, lucide et sans accompagnateur. J'ai érigé un mur de faits simples, ennuyeux et vérifiables autour d'un vieil homme et de 40 hectares de trèfle. Pas de théâtralité, pas d'enregistrement secret, pas de piège, juste des documents qui disaient la vérité et continueraient de la dire sous serment dans une salle d'audience
bien après que la voix de quiconque se soit éteinte. Toute la stratégie de mon père reposait sur une histoire floue. J'ai passé ce mois à la clarifier. Quand il reviendrait, et je savais qu'il le ferait, son atout serait parti. Et avec lui, sa seule arme. Hélène arriva en septembre, ce qui me surprit car Hélène n'était pas habituée au chemin de gravier. Elle traversa la cour avec précaution dans ses baskets blanches, fronçant le nez devant les abeilles, et me trouva au hangar d'extraction, vêtue d'un tablier taché et collant jusqu'au coude. Elle était venue, dit-elle, pour faire la paix, de famille à famille. Puis elle passa tant minutes à m'expliquer pourquoi cette paix exigeait que je cesse d'être difficile à propos de la succession de mon grand-père. « Papa est dans une situation difficile, dit-elle. Et honnêtement, Sophie, après tout ce que la famille a fait pour toi, tu pourrais être un peu moins égoïste. Tout ce que la famille avait fait pour moi. » Je posai le cadre que je tenais et lui demandai calmement ce que la famille avait fait exactement. Elle énuméra sans hésitation. Il m'avait accueilli pour Noël. Il n'avait jamais fait de scandale à propos de ma, tu sais, situation. Et l'argent au fil des ans, eh bien, l'argent de la famille était l'argent de la famille. Tout finissait par s'équilibrer, n'est-ce pas? Et ce n'était pas comme si j'avais eu un mariage ou une maison où le dépenser de toute façon. C'était là, au grand jour. L'hypothèse que je soupçonnais depuis des mois. Elle croyait sincèrement que mon argent était le sien. Elle avait grandi en entendant dire que j'étais la forte qui n'avait besoin de rien, et elle avait bâti toute une vie confortable sur ce mensonge sans jamais remettre en question les fondations. J'aurais pu lui tendre le carnet. J'aurais pu lui montrer le chiffre, le mariage, la compte, et observer sa réaction. Je ne l'ai pas fait. Une partie de moi comprenait qu'elle était autant un produit de notre père qu'une partenaire pour lui. Je lui ai juste dit que la succession n'était pas un sujet de discussion. La porte lui serait toujours ouverte si elle venait en tant que sœur, et je la raccompagnai à sa voiture. Elle partit confuse. Les gens le sont toujours quand on refuse de leur donner le combat qu'ils sont venus chercher. En octobre, la coopérative nous offrit un vrai contrat. 1 an d'espace garanti, en rayon dans 6 magasins, notre plus grosse commande à ce jour, et une acheteuse nommée Linda, qui souhaitait faire une signature officielle à la ferme parce qu'elle aimait l'histoire et pensait que ses clients l'aimeraient aussi. Le journal local voulait publier un article, une apiculture gérée par des vétérans, du miel local, tout le tralala, un photographe, un après-midi, toute la communauté invitée à découvrir l'exploitation. Nous fixâmes la date à un samedi, à la fin des récoltes, le moment le plus animé que la ferme ait connu depuis une décennie. Les ruches étaient lourdes, le hangar bourdonnait, des bocaux du miel de Ruth étaient empilés comme de l'or sur chaque surface. J'étais arrivé sur ce chemin de gravier 11 mois plus tôt avec $61 et un sac de voyage. Et maintenant, j'avais une entreprise, un frère, un grand-père, et une raison de me lever qui n'impliquait pas de fuir quoi que ce soit. Je veux faire une pause dans le récit, ici, 1 seconde, car nous arrivons presque à la partie que vous attendiez, et je ne veux pas que vous la manquiez. Mon père s'était un jour levé à sa propre table et avait dit à une pièce pleine de parents que j'étais un fardeau. Dans environ 1 semaine, une autre pièce allait entendre un autre récit. Et pas de moi le criant, mais des documents, des témoins, du miel sur l'étagère. Si vous avez déjà été rayé de la carte par les personnes qui vous devaient le plus, vous savez exactement pourquoi j'ai attendu. Pourquoi j'ai construit le dossier lentement plutôt que rapidement. Pourquoi je ne l'ai jamais appelé pour crier. Le bruit fait du bien pour une nuit. L'incontestable dure. Le samedi de cette signature, mon père se rendit à la ferme une dernière fois, et il n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Le samedi arriva, clair et doré, avec ce genre de lumière d'octobre qui donne même à une ferme en activité l'allure d'un calendrier. À Elveneur, la cour était pleine. Linda de la coopérative avait installé une table pliante près du hangar d'extraction pour le contrat. Le photographe du journal se déplaçait, prenant des clichés des ruches. David Renaud était venu avec 3 autres vétérans du programme agricole.
et une douzaine de voisins se tenaient là avec des gobelets en carton de café. Et Walter était assis sur une chaise de jardin au milieu de tout cela, tel un roi au centre d'une cour qu'il n'avait jamais désirée, à la fois ravi et embarrassé. Marc s'occupait de la foule, arborant un large sourire dans une chemise propre, un spectacle que je n'avais pas vu chez mon frère depuis notre enfance. J'étais à la table avec Linda, stylo à la main, sur le point de signer la plus grosse commande de ma vie, quand j'entendis des pneus sur le gravier, arrivant trop vite. La voiture de Raymond. Il en sortit sans refermer la portière et traversa la cour comme un homme traversant un parking pour aller se battre. Et le sourire avait disparu, exactement comme je l'avais pressenti. Il avait entendu parler de la signature. Bien sûr, dans une ville de cette taille, il l'avait fait. Il était venu. Je le compris aussitôt, car dans son esprit, c'était le moment où il perdait la terre pour de bon. L'atout qui allait le sauver, se transformant en quelque chose que tout le comté pensait désormais appartenir à sa fille handicapée. Il ne voyait pas une célébration. Il voyait un vol en cours. Il ne baissa pas la voix pour la foule. Jamais de sa vie il n'avait envisagé qu'un public puisse ne pas être de son côté. « Je suis désolé, mes amis », annonça-t-il à la cour, fort, théâtral. « Mais quelqu'un doit savoir ce qui se passe réellement ici. » Les voisins se turent. Le photographe abaissa lentement son appareil. Linda me regarda et je posai le stylo sur le contrat, calme comme un dimanche, et me tournai pour faire face à mon père, à travers fortis âcres de trèfle et de témoins, et je sentis la vieille assurance me submergea comme une main. Main lente, voix basse, travailler la ruche. Ce qui sortit de lui alors fut le discours qu'il avait répété autour de Salem pendant des mois, et il le dirigea vers la foule, pas vers moi, parce que les hommes comme mon père jouent toujours pour la galerie. « Ma fille, dit-il, est rentrée du service militaire souffrante. Elle est rentrée avec des problèmes, dit-il, et il tapota sa propre tempe pour que les voisins comprennent de quel genre. Elle s'était installée chez un vieil homme confus, l'avait isolée de sa propre famille, l'avait montée contre son unique fils, et était en ce moment même en train de voler un domaine sous le nez de tout le monde. Des documents allaient arriver, dit-il. Des avocats, ce n'était pas fini. Il dit à cette cour pleine d'étrangers que j'étais instable, que j'étais une manipulatrice, que j'étais... Et il chercha le vieux mot fiable une fois de plus, un fardeau que cette famille avait porté assez longtemps. Je me tins debout et le laissai finir. C'est la partie que je veux que vous compreniez, car c'est toute l'histoire en un seul geste. Je n'élevai pas la voix, je ne fis pas un pas vers lui. 12 mois plus tôt, ces mots m'avaient jeté dehors dans le froid. Et maintenant, ils traversaient l'air autour de moi et continuaient leur chemin, parce que j'avais appris la seule chose qu'ils n'avaient jamais apprise. Les abeilles peuvent sentir la peur et y répondent avec fureur. Et la seule façon d'entrer dans un essaim et d'en ressortir indemne est de faire taire son cœur volontairement. J'avais pratiqué cela chaque matin dans cette cour. Mon père était l'essaim maintenant, tout en bruit et en venin, certain que faire du bruit était synonyme d'avoir raison. Et je restais là, au milieu, expirant lentement et longuement comme Walter me l'avait appris, les mains ouvertes et immobiles le long de mon corps, et j'attendis qu'il soit à bout de souffle. Les voisins s'étaient tus complètement. Quelque part, derrière moi, une ruche bourdonnait sa note basse et régulière, le son qui avait autrefois été l'explosion dans ma tête, et qui était maintenant juste la ferme qui respirait. Quand il s'arrêta enfin, la poitrine haletante, attendant que je lui crie dessus en retour, pour qu'il puisse me pointer du doigt et dire « Vous voyez ce que je vous disais ?» Je ne lui donnais pas cette satisfaction. Je lui donnais quelque chose de pire. Je lui donnais la vérité, tranquillement, avec des papiers. « Vous avez raison, il y a des documents, dis-je. Laissons tout le monde les voir. » J'entrai dans la remise et en sortis le dossier. Puis je le posai sur la table du contrat, à côté du stylo, et je le racontai pour la cour, de la voix neutre que j'utilise quand la situation est enfin honnête. « Ceci est une fiducie irrévocable datée d'il y a 9 ans, dis-je, établie par grand-père seul, me désignant pour que cela reste une ferme en activité.
Voici la lettre de l'avocat confirmant qu'il est venu lucide et non accompagné. Voici 2 évaluations médicales ne constatant aucune déficience. Je posais chaque page comme une carte. La terre ne peut pas être vendue. Elle n'allait jamais être vendue. Puis, je pris la 2e pile. Et celles-ci, dis-je, sont les lettres de mon père à mon grand-père. 10 ans de lettres, s'attribuant le mérite d'avoir soutenu cette ferme. Et voici les cartes et photos que j'avais envoyées de l'étranger, renvoyées non ouvertes, de sa propre écriture, pour que grand-père croie que je l'avais abandonné. Je laissai cela planer un instant. L'argent que mon père vous a dit que je n'avais jamais envoyé, dis-je. Le fardeau que, selon lui, j'avais été s'élevait à $191,000 sur 10 ans et 4 déploiements. Cela a payé le mariage de ma sœur. Cela a remboursé la maison de cet homme. J'ai financé la vie confortable qu'il est en train de défendre ici. Je me tournai alors vers lui et, pour la première et unique fois, je parlais directement à mon père. Et je gardais ma voix aussi basse qu'elle l'avait été. Vous vous êtes tenu à votre table le Noël dernier et m'avez traité de fardeau, dis-je. C'était moi qui vous portais tous. Walter se leva lentement et en tremblant de sa chaise de jardin et dit à toute la cour, de sa voix éraillée et vieillie, « Chaque mot qu'elle a prononcé est vrai, et j'ai les documents à la maison pour prouver le reste. » Le visage de Raymond exprima tout à la fois la fureur, le calcul, la recherche d'une échappatoire. Il ne s'excusa pas. Les hommes comme lui ne le font pas. Pas quand ils sont acculés, seulement quand c'est utile. Et ce n'était plus utile. Il traita Walter de vieille imbécile sénile. Il me traita de menteuse. Il chercha dans la cour un visage qui le crut et n'en trouva pas un seul. Je ne jubilais pas. Il n'y avait aucune satisfaction à cela. Et les abeilles m'avaient guéri de ce besoin. Je pris simplement un pot du champ de Ruth, dans la pile sur la table. Son or captait la lumière d'octobre et je l'apportais pour le déposer sur la traverse de la clôture, à côté de mon père, avec la délicatesse avec laquelle on dépose ce que l'on ne veut pas briser. « Prenez-le, dis-je. C'est la seule chose de cette ferme que vous obtiendrez jamais. » Puis je lui dis le reste, d'une voix basse. Un verdict final pour lui seul. Le portail reste ouvert si jamais vous voulez revenir en tant que père. Mais la terre ne vous appartient pas, et moi non plus. Il regarda le pot. Il me regarda. Pendant une seconde, quelque chose bougea derrière ses yeux qui aurait pu, chez une meilleure personne, être de la honte. Puis il se retourna et retourna à sa voiture, laissant le pot sur la traverse, et il descendit cette longue allée de gravier pour la dernière fois. Je regardais la poussière se déposer. Puis je retournai à la table, pris le stylo et signai. Le contrat de coopérative fut conclu cet après-midi-là, et le champ de Ruth se retrouva sur 6 rayons de magasins d'ici Thanksgiving, et fut écoulé 2 fois. La plainte que mon père avait menacée ne vint jamais parce que Pierre envoya à son avocat la même montagne de documents que j'avais montrés à la cour. Et aucune affaire ne peut être montée quand chaque fait est déjà exposé au grand jour. Marc resta. Il gère maintenant le secteur de la vente en gros et rit plus qu'il ne dort. Et la douceur qui ne lui avait rien valu dans la maison de notre père s'avéra être exactement ce à quoi les abeilles et les clients réagissaient. Walter passa l'été suivant assez bien pour s'asseoir dans sa chaise de jardin et nous regarder réaliser la plus grande récolte que la ferme ait jamais connue. Je reçus une lettre cet hiver-là de ma mère. L'écriture soignée de Carole sur du beau papier à lettres. 3 pages qui tournèrent autour du pot et ne parvinrent jamais tout à fait au mot « pardon ». Elle écrivit que les choses s'étaient compliquées, que « votre père n'est pas si mauvais », qu'elle avait toujours su que j'étais la forte qui pouvait se débrouiller seule. Je la lus 2 fois à la table de cuisine, où Walter m'avait un jour posé un café devant moi et avait changé ma vie. Je sentis la vieille attraction, le réflexe conditionné de réparer, de répondre, de lui être utile une fois de plus. Puis je repliai la lettre dans son enveloppe et la rangeai dans un tiroir. Je ne répondis pas. Non par cruauté, mais par simple arithmétique. Elle m'avait appelée forte toute ma vie pour expliquer pourquoi je n'obtiendrais rien. Et je compris enfin
que l'on peut aimer quelqu'un et refuser de continuer à payer pour ce privilège. Le tiroir était une réponse suffisante. Je pense à ce que Walter m'a dit ce premier matin plus qu'à presque toute autre chose dans ma vie, car cela s'est avéré être la seule loi familiale qui ait jamais compté. Le sang faisait des averies mes parents, mais un vieil apiculteur têtu qui ouvrit sa porte dans le froid et un frère qui cessa enfin d'avoir peur sont ce qui fit de moi une famille. Et ils attendaient au bout d'un trajet en bus tout ce temps. C'est mon histoire. 10 ans de fiches de paix, un trajet en bus glacial et un pot de miel valant plus que chaque dollar que j'avais perdu.